Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Taros va nous présenter une chronique sur différents cadres de jeu, notamment les notions de free play et d'instrumental play, leurs différences, mais également dans un second temps, la notion de paratexte. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui va mêler plein de choses. Ça va mêler du jeu de rôle, mais ça va aussi mêler du jeu vidéo. On va parler de World of Warcraft, on va parler de Outer Wilds, on va parler de style de jeu, on va parler de définition formelle de jeu. On va partir sur des choses très universitaires comme des choses très concrètes. Et j'ai des slides. Petite chronique que j'ai appelée cadre de jeu. Malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a un sous-titre en anglais, Frameworks of Play and Game, qui est beaucoup plus précis sur ce que je veux dire. Parce que en français, on a le jeu. C'est le seul mot qu'on a pour définir une activité ludique. En anglais, les gens ont deux mots. Ils ont play et game, qui ne veulent pas exactement dire les mêmes choses. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu Bon, étant donné que je suis très original, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une définition de Wikipédia. Wikipédia nous dit que, justement, le jeu, c'est une activité humaine ou animale qui est pratiquée pour se divertir. Cette activité, elle est d'ordre psychique ou physique, elle crée une dépense d'énergie qui n'est pas liée à des intérêts essentiels immédiats qui soient autres que le plaisir. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose pour lequel on s'investit dedans juste pour du plaisir, mais sans spécialement qu'il y ait d'autres besoins qui soient remplis par celle-ci. Et suivant comment on le regarde, le jeu dans les sciences qui s'occupent des questions du développement humain le place comme une espèce de pratique infantile qui va être importante pour les apprentissages et l'éducation. Et il y a une notion quand même du coup de productivité qui est associée au jeu, malgré le fait qu'on se retrouve à avoir des intérêts théoriquement qui ne devraient pas être autre chose que du plaisir sur le moment. Suivant les auteurs, ensuite, on commence à avoir des choses un petit peu différentes et on a aussi une notion de le jeu chez l'adulte qui va être vraiment dans cette définition de la pratique dans laquelle on s'intègre seulement pour unique but de se divertir. Et plus largement, on peut considérer comme jeu tout un tas de choses. Typiquement, dans la définition Wikipédia, ce qui en sort, c'est on a des jeux réglés comme les sports, ça encore, on arrive facilement à se dire que c'est un jeu, mais aussi tout ce qui va être convention de société, donc par exemple, sentiment des individus, la manière dont on va interagir avec quelqu'un d'autre, la manière dont on va discuter, tout ça peut être considéré comme un jeu. Moi, je vais recadrer sur quelque chose d'un petit peu plus consensuel, on va dire, sur ce qu'est un jeu. Donc vraiment cette notion d'espèce d'activité ludique dans laquelle on s'investit uniquement pour se divertir, avec pour seule finalité de pratique l'activité elle-même. Déjà, on a un premier hic à ça. Typiquement, on peut remettre vraiment en cause cette définition-là. Par exemple, tout ce qui va être streamer, streameuse, joueur, joueuse professionnelle et tout ce qui va être jeu éducatif de manière large, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut difficilement classé dans le activité dans laquelle on s'investit pour unique but de se divertir. On comprend très facilement que la streameuse elle va lancer son jeu certes pour se divertir, mais aussi pour divertir son audience déjà, et aussi parce que le jeu est un argument marketing qui lui permet de se démarquer de la masse d'autres personnes qui sont sur la plateforme pour pouvoir se mettre en avant. C'est un vecteur qui fait venir du public. Pour la joueuse pro, c'est directement son moyen de subsistance. Il faut avoir une performance sur le jeu pour pouvoir beurrer ses épinards. Et pour les jeux éducatifs, la question de l'activité dans laquelle on s'implique librement, on peut douter de cette chose-là. Malgré tout, pour la grande majorité de nos pratiques, donc tout ce qui va être un jeu de rôle, moi qui me lance un jeu vidéo dans un coin, etc., on va avoir cette notion de je m'y inscris librement, ou quasiment librement. J'ai pas d'impératif vital qui fait que je dois jouer à ça, et je n'ai pas non plus d'impératif éducatif. Le truc, c'est que malgré tout, il y a plein de manières de jouer à des jeux. Et ça, c'est des choses qui ont été très largement regardées par des personnes qui se sont intéressées aux définitions de ce que c'est qu'un jeu. On a une première grosse définition qui a été établie par Calois en 1967, où il classe en grands axes les jeux. Il fait un gradient et met sur son autre axe 4 pôles qui vont être la compétition, la chance, le simulacre et le vertige. Par exemple, dans la compétition, on comprend tout de suite tout ce qui va être sport de combat. Dans la chance, ça va être tout ce qui va être les jeux de hasard. Dans le simulacre, ça va être le théâtre, etc. Pour le vertige, ça va être toutes les choses un peu sensationnelles. Donc le saut à l'élastique pourrait rentrer là-dedans. 1967, le domaine des jeux évolue rapidement. Quelques années plus tard, on a les premières éditions de Donjons et Dragons, les jeux sur ordinateur qui commencent à se développer, plusieurs définitions qui s'assemblent. Il y en a une qui me plaît particulièrement, qui a été publiée dans un papier en 2010 par Brown, qui propose
7 critères pour un jeu, donc qu'il soit sans objectif défini, auquel on s'y adonne sans contrainte. L'activité doit être attrayante, c'est détaché du temps, on a un effacement du soi dans la pratique, c'est un cadre d'improvisation, il y a un désir de poursuivre l'activité, même quand celle-ci est arrêtée. Le truc, c'est que le jeu, il a une dimension qui est complètement sociale, qui des fois sort ou ne sort pas dans les différentes définitions qu'on peut croiser. La première chose que j'aimerais noter, c'est qu'on a donc cette différence que j'ai un petit peu abordée en intro entre play et game. Il y a 2 axes pour ça. Les Anglais, en fait, ils parlent de play et game à la fois pour le côté matériel et la pratique de jeu. Game va être la boîte de jeu physique et le play va être l'action de jouer avec cette boîte. Il y a aussi la partie distinction entre ce qu'on va appeler jeu libre et objectivé. Le jeu libre qui va être le play, donc typiquement 2 enfants dans une cour d'école qui vont se courir après sans qu'il y ait spécialement de raison ni de règle établie. Et de l'autre côté, le jeu objectivé où on va être sur quelque chose qui va fonctionner avec un but très défini et énormément de petites caractéristiques. On a un gradient dans ces pratiques de jeu entre 2 jeux différents, par exemple. Si je reprends l'exemple d'un côté mes enfants qui courent dans la cour et de l'autre côté un jeu de société aux règles très bien définies, on comprend que c'est des pratiques qui sont complètement différentes, pratiques sociales très différentes, mais aussi au sein d'un même jeu. On peut appréhender un même jeu de manière très différente. Une personne qui dirait bah moi je ne joue pas pour gagner, ça arrive, on en a toutes et tous autour de nous, c'est parce qu'on ne place pas les mêmes objectifs sur le jeu alors que d'autres personnes à la table peuvent dire très bien non mais moi je joue absolument pour gagner. Et ce que j'aimerais en sortir de ça, c'est qu'il y a un concept de ce qu'on appelle les conduites qui sont socialement valorisées. C'est quelque chose qui s'inscrit dans plus largement que seulement le jeu, c'est-à-dire que là on va commencer à avoir des notions de les personnes autour de la table avec nous si c'est en physique, ou qui sont dans la même partie, ou qui sont dans le même écosystème suivant la taille de la communauté en question. On a un ensemble de conduites socialement valorisées qui vont être différentes suivant le jeu. Un jeu qui va être dans une cour d'école où on va devoir toucher quelqu'un pour lui passer un rôle, ça va beaucoup se jouer sur le fair play, et ça va être des conduites qui vont être socialement valorisées que de faire preuve de fair play. Typiquement, dans l'autre exemple que j'ai ici illustré par ce petit gif, du gameplay de World of Warcraft, ce qui va être valorisé, c'est avoir les plus hauts scores, être le plus haut dans le classement. De par le fait de ces conduites socialement valorisées, donc soit si on est dans la conduite socialement valorisée ou au contraire en rejet de cette conduite socialement valorisée, ça amène à la création de communautés, de sous-communautés homogènes. Donc par exemple, un classement typiquement et un système de matchmaking où on va avoir des gens à peu près de niveau équivalent qui vont être mis ensemble, que ce soit un matchmaking par les personnes elles-mêmes organisé par le système de jeu, on va se retrouver à avoir des groupes sociaux qui vont être formés, des espèces de sous-groupes sociaux homogènes. Ça peut arriver par la structure du jeu, mais ça peut aussi arriver simplement par la demande des participantes. Typiquement, on peut penser dans le jeu de rôle, des groupes qui n'auraient pas les mêmes attentes, qui voudraient pas jouer forcément les mêmes jeux, ou qui voudraient pas les jouer de la même manière. Ça va former d'autres sous-groupes, où on va avoir, par exemple, un sous-groupe qui va vouloir vraiment faire du roleplay, ou même qui va vouloir faire du roleplay au sein d'un jeu qui pourtant a des systèmes de classement. Et c'est là qu'on arrive à une distinction assez intéressante qui a été posée par Heiser dans The Fictive and the Imaginary Charting Literacy Anthropology en 1993, la notion de free play, à pas comprendre dans le sens libre de toute contrainte, mais c'est plus à comprendre dans le sens de jeu libre, jeu qui émerge tout seul, qui émerge sans spécialement avoir de règles ni d'objectifs, qui est opposé à la notion d'instrumental play, où on a un objectif qui est très clairement défini et où on va avoir des ensembles de paramètres qui vont nous permettre de contrôler à quel point on avance ou non vers cet objectif. Pour donner un exemple, le free play, ça va être on va vous mettre devant une pile de Lego. Vous n'avez pas de notice, vous avez rien, vous avez juste une pile de Lego qui est complètement hétérogène. Qu'est-ce que vous en faites? Un millier d'activités possibles et différentes. Et de l'autre côté, l'instrumental play, ça va être quasiment de l'ordre de l'algorithme. Ça va être, on a un objectif, comment est-ce qu'on optimise les étapes qui nous permettent d'arriver à cet objectif? Et pour donner des exemples de ça, en termes de jeux concrets, c'est favorisé déjà, premièrement, directement par le matériau de jeu. Donc par exemple, avec une absence d'objectif défini, pas de métrique, une absence d'optimisation, des jeux qui vous laissent libre, qui ne sont pas du tout forcément le cas des open world. Il y a des open world qui ne sont pas du tout dans ce cas-là. Un exemple qui m'est venu, c'est Outer Wilds. On ne connaît l'objectif que très tard dans le jeu. Les seules métriques qu'on a, donc par exemple le carburant, l'oxygène, etc., c'est juste des choses qui nous informent sur notre état à nous et pas des choses qui nous permettent d'optimiser quoi que ce soit. On est lâché comme ça, et on n'a pas une manière de résoudre, on n'a pas un algorithme à appliquer pour finir le jeu. C'est nous qui devons explorer, qui devons être mis face à ça, et donc ça incite à errer.
un petit peu. Et à l'inverse, on a des jeux, donc typiquement, là j'ai pris l'exemple d'un MOBA, Heroes of the Storm, où on a un objectif très clair qui nous est donné dès le début du jeu. Quand on lance le jeu la première fois, on a un tutoriel qui nous dit le but de toutes tes parties, c'est de détruire le gros caillou. Donc tu comprends très vite que en fait, dans toutes tes parties, il va falloir que tu détruises le gros caillou. Et comment est-ce que tu fais pour y arriver? Tu dois d'abord casser les petits cailloux qui sont sur ta trajectoire. Sauf qu'il y a des champions ennemis qui t'empêchent de casser ces petits cailloux. Tu dois repousser ou tuer ces champions ennemis. Vraiment une notion algorithmique. On a un déroulé, on a un si il se passe ça, alors je fais ça. Et s'il ne se passe pas ça, alors je fais autre chose. Et de tout ça, pour moi, il y a quelque chose d'assez singulier qui se fait. Hein. On pourra le remarquer dans tout un tas de jeux, et je vais prendre l'exemple de World of Warcraft parce qu'il est très parlant. C'est ce que je vais appeler le paratexte. Le paratexte, c'est tout ce qui va se développer en parallèle d'un jeu. Par là, j'entends des choses qui ne sont pas directement contrôlées par l'équipe de développement, qui ne sont pas poussées spécialement par celui-ci, mais qui finissent par émerger depuis la communauté qui cherche à trouver des stratégies pour justement construire cet algorithme. Cette notion de paratexte, elle a été définie par Gennett dans Paratexte Threshold of Interpretation, donc, qui est sorti en 1997. Et donc ça va être tout ce qui va être guide, etc. Je prends l'exemple de World of Warcraft. Bah, on a des systèmes de classement qui sont gérés par la communauté, qui en plus de ça donnent des stats précises sur ce qui est en train de se passer au sein de la communauté. On a des guides qui sont tenus par la communauté, et on a également tout un tas de métriques et de manières de simuler des calculs de dégâts que son personnage est capable de fournir afin de savoir quels équipements mettre plus les uns que les autres et optimiser son personnage ainsi. Toutes ces choses-là, si elles n'existent pas, ce sont des jeux qui vont péricliter. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui au final ont développé telle relation symbiotique avec leur paratexte que si jamais on enlève leur paratexte, toute la communauté est perdue. Et le truc, c'est que les paratextes, ils font un petit peu deux choses. D'une part, ils forment une espèce d'instantané de la communauté et de ses pratiques, qu'est-ce qui est en train de se faire, mais de l'autre côté, c'est aussi une machine qui va façonner les pratiques futures. Typiquement, moi là, dans ce clip-là, je suis en train de passer juste au-dessus de tous les monstres de la zone pour aller chercher un autre groupe de monstres qui est beaucoup plus loin et le ramener vers le groupe principal qui est ici. C'est quelque chose qui est absolument pas optimisé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que ce paratexte est censé dire de faire, parce que si on observe les choses qui sont reproduites par la communauté, ça ne rentre pas dans ces pratiques-là. Et instantanément, pendant que je suis en train de faire cette action, dans le vocal, on entend un de mes compagnons de jeu qui dit s'il te plaît, fais le pack, s'il te plaît, fais le pack, s'il te plaît, fais le pack. Dans le sens, fais le truc normal. Alors que pourtant, il n'y a aucune contrainte qui nous oblige à jouer comme ça, mais juste par reproduction de ce paratexte, on va vouloir répéter des choses qui sont déjà existantes, qui sont déjà prouvées, comme fonctionnement, plutôt que d'essayer des choses qui soient dans les angles ou dans les crevasses de ça. Un exemple très parlant que j'ai dans ce même jeu, il y a un raid, donc c'est un très gros donjon, dans lequel il y a à l'entrée une voie à droite et une voie à gauche qui mènent au même monstre. Et elles sont identiques au point tel qu'au monstre près, les deux voies sont la même chose à droite et à gauche. Alors on pourrait se dire, bah, passer à droite ou à gauche, ça n'a aucun impact. Mais il y a un paratexte qui s'est formé au niveau de toute la communauté et une légende urbaine qui dit que la voie de gauche est plus simple que la voie de droite, alors que objectivement, il y a exactement les mêmes choses. Eh bien, ce qu'on a vu pendant les mois qui ont suivi, c'est que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui allait à droite, il se faisait instantanément insulter par tout le reste du groupe et viré du dit groupe juste parce qu'il était allé à droite au lieu d'aller à gauche, alors que ça revenait au même. Et c'est là qu'on voit que le paratexte, il a une vraie influence sur les joueurs. Toutes ces choses-là, on les voit dans les jeux vidéo, c'est très présent dans les jeux vidéo, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la question du jeu de rôle. On a plein de paratextes en vrai. On a ce qui va être billets de blog, par exemple, qui vont proposer des manières différentes de jouer, qui vont nous offrir des réflexions sur différents sujets. On a également tout ce qui va être de l'ordre des plateformes, qui vont nous permettre de faire des jeux de rôle typiquement en ligne, donc là, j'ai un exemple qui est Roll20. L'ensemble des outils qu'on a à disposition sur Roll20 vont façonner en partie les pratiques. On a également, j'ai pris deux de mes vidéos pour exemple, mais tout ce qui va être vidéos, ressources, podcasts, etc., qui vont nous permettre également d'avoir des regards possiblement différents ou en conformité sur la pratique, mais qui sont pareils du paratexte, qui sont
soit sur un jeu, soit sur des jeux. Ils peuvent l'être de manière transversale. Et enfin, bon, j'ai repris bien évidemment une image de l'assaut Nebomor parce que fallait bien faire le clin d'œil. Mais tout ce qui va être les structures et les communautés qui vont avoir une influence sur la manière dont on pratique le jeu. Ça, en fait, ça a à peu près rien d'étonnant quand on regarde l'ensemble des pratiques qui existent au sein du jeu de rôle. Ce que je veux dire par là, on a vraiment des pratiques qui vont de l'ensemble du spectre, donc du free play à l'instrumental play, et que surtout les premiers JDR, ils nous viennent des wargames, qui sont des jeux qui poussent l'instrumental play à fond en avant, dans le sens qu'on a vraiment que des valeurs chiffrées, on a un objectif à la fin, qui est possiblement écraser l'armée de l'autre. Et donc du coup, rien vraiment de choquant à ce qu'on retrouve des traces de ça encore dans l'affiliation des jeux d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, pour le free play, typiquement dans les sphères indé, il y a je ne sais combien de jeux où la phrase typique, c'est « arrêtez de jouer lorsque vous en avez marre ». Et ça, c'est la seule condition de fin. Il n'y a pas de fin à l'histoire, il n'y a pas de fin au scénario, c'est juste « arrêtez quand vous en pouvez plus ». Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on retrouvera à fond dans le free play. C'est investissez-vous dans l'activité. Pourquoi? On ne sait pas. Investissez-vous-y. Quand vous voulez plus, vous vous arrêtez. Moi, j'ai un dernier truc de paratexte qui m'est venu un peu récemment. C'est les actual plays. C'est vraiment du paratexte à fond. Pour moi, le JDR, j'ai jamais fait en fait, en vérité. Et avec la sortie de la aventure, j'ai découvert le JDR. J'ai découvert un peu ce qui se faisait et la façon dont ça se jouait. Ce que donc un de mes joueurs me dit, c'est j'ai appris comment on jouait au jeu de rôle en regardant un jeu de rôle. Quelque chose qui est complètement de l'ordre de l'intégration d'un paratexte que ensuite on va revaloriser à l'intérieur de sa pratique. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est que déjà, le jeu, c'est quelque chose qui peut être complètement cadré. On peut influencer les comportements au sein du jeu quand on est auteuriste, quand on est la personne qui va publier le jeu. On peut empêcher en partie ou faciliter l'existence d'un paratexte. On peut avoir quand même une cohabitation de différents régimes de jeu, de différentes communautés. Le problème, c'est justement la question des attentes discordantes et de la frustration, d'où le fait, typiquement, poser la question de quelles sont les attentes de chaque personne à la table, qu'est-ce que chacune a comme a priori vis-à-vis du jeu de rôle, pour pouvoir mieux cadrer les pratiques et mieux expliquer, bon, ok, le jeu de rôle, ça peut être tout ça, mais nous, on fait ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on transpose pas forcément entre les pratiques. Changer de jeu veut pas forcément dire garder le même régime. Quelqu'un qui serait très instrumental play sur un jeu vidéo, par exemple, n'a pas forcément envie de répliquer ça au sein d'un jeu de rôle. Par contre, il y a une notion de culture transversale. Des personnes qui viennent du jeu vidéo vont apporter des choses au sein d'un jeu de rôle. Par exemple, la notion de point de vie. Si vous avez des points de vie, si vous avez quelque chose qui s'appelle pareil que dans un jeu vidéo à l'intérieur d'un jeu de rôle, les personnes se ramènent avec la notion de point de vie. Possiblement, elles peuvent l'interpréter de la même manière que dans leur jeu vidéo favori. Et donc, du coup, se dire, mon personnage a un point de vie, c'est qu'il n'est pas mort. Et donc, du coup, s'il n'est pas mort, c'est qu'il peut agir. Et en dernier, ce que je dirais, c'est qu'il y a 2 niveaux de paratexte dans les jeux de rôle. Déjà, il y en a un premier qui se passe à la fabrication du jeu, parce que forcément, on est influencé par les autres livres des personnes qui ont déjà écrit des jeux, les mécaniques qu'on a trouvées cool ou pas cool, et toutes ces lectures personnelles, etc. Et ensuite, il y a la partie de réinterprétation à la table, qui n'est pas faite par les mêmes personnes, justement, et qui vont lier du paratexte au jeu de rôle pour pouvoir construire leur propre expérience au milieu de tout ça. Est-ce que vous avez des exemples dans lesquels vous savez qu'un paratexte, donc que ce soit sur un jeu vidéo, sur un jeu de rôle, ou même de la création, vous a particulièrement influencé, ou au contraire une situation où vous avez eu conscience que vous aviez justement cette influence et vous avez cherché à vous en détacher? Voilà, paratexte du coup qui m'a le plus marqué au tout début où j'ai commencé à faire du jeu de rôle, c'était une phrase dans le donjon d'Anolb qui disait que le seul truc important c'est que les personnes s'amusent autour de la table. C'était pas les règles, c'était pas la cohérence, c'était juste s'amuser, ce qui allait conditionner si les joueuses revenaient à la prochaine partie ou pas. Et j'en ai encore conscience parce que du coup j'écrivais pas plus tard que tout à l'heure que souvent dans mes parties, les règles, la cohérence passaient en second plan, ce qui du coup était un héritage en bien ou en mal, mais un héritage en tout cas de cette période. Oui, du coup, tu soulignes un truc super intéressant qui est que le texte d'un jeu peut devenir le paratexte d'un autre. Bah, c'était dans mes petites notes pour savoir si on comptait le livre de base comme du paratexte ou pas, du coup. C'était dans mes questions pour après. Hein. Et toi, Bloop, je sais pas si t'as un exemple qui te vient en tête. J'y réfléchis, mais en fait, je viens de me rendre compte que moi, j'aime bien le paratexte. J'aime bien le suivre. J'aime bien être rassurée. En ce moment, je joue à un jeu de farming avec des mechas. Super drôle. Sans le paratexte, je m'embête.
Je m'ennuie un peu parce que je sais pas quoi faire. Et du coup, suivre le paratexte, déjà, ça me donne des objectifs. J'aime beaucoup les objectifs. J'aime bien suivre les règles, en général. Petite autre question, comme ça, là. Est-ce que vous pensez que faire une distinction un peu brute entre instrumental play d'un côté et free play de l'autre pourrait être un caractère important à mettre en avant pour éviter des attentes discordantes au sein d'un groupe de jeux de rôle? Si je peux le reformuler autrement pour vous aider un petit peu, est-ce que vous pensez que c'est conciliable? Moi, je vais tricher, mais j'ai du mal à me figurer le free play et l'instrumental play dans le cadre du JDR, du coup. J'arrive pas à... Alors, dans le jeu vidéo, il n'y a aucun souci, mais dans le jeu de rôle, j'ai un peu du mal à me figurer, du coup. Juste mon interprétation du truc, donc ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Typiquement, un jeu où on va vouloir mettre en avant et en premier la progression de personnage. Vous démarrez niveau temps, vous allez avoir accès à tant de points de compétences, et il va se passer ça, et vous allez gagner des points de compétences, et vous allez progresser votre personnage comme ça, et vous allez avoir des points d'expérience. Et l'objectif était la progression de personnage, et pas tant typiquement des choses comme juste on vous lâche dans un bac à sable et débrouillez-vous. Ce qui n'empêche pas la présence de narration dans ce que j'appelle instrumental play au niveau du jeu de rôle. Et vraiment, c'est pas les mêmes objectifs qui sont mis en avant, je dirais. Je vais faire un peu un parallèle parce que j'ai pas énormément d'expérience en jeu de rôle, mais j'ai compris ce dont tu parlais. Oui, je pense qu'il faut préciser ça dans les groupes parce que je joue beaucoup avec un ami, par exemple, pour mon expérience. Il joue pour gagner, donc il joue selon les objectifs du jeu. Moi, j'aime bien m'en détacher un petit peu des fois et explorer tout ce qui est game design, tout ça, ça m'intéresse. Puis j'aime bien papillonner aussi. Ça crée des problèmes parce que si on perd, il va pas avoir passé une bonne soirée. Tandis que moi, je me serais beaucoup amusée. Et c'est pas une critique, c'est son point de vue et c'est ok. Mais ça crée pas des embrouilles, mais voilà. Il est aigri et je comprends pas trop pourquoi. Je pense que dans ce cas-là, c'est bien de le préciser. Mais c'est un cas extrême aussi. Parce que moi, vraiment, ça, je porte pas tout d'importance à ça et lui, beaucoup d'importance. Tous les outils comme CAT, c'est tout pour donner le ton d'une partie. Et je pense que oui, justement pour rebondir sur ce que tu disais, c'est très important de dire à quoi ça va ressembler pour éviter justement qu'il y ait des attentes différentes. Parce que pareil, je joue aussi assez rarement pour gagner et je suis toujours en porte-à-faux avec les personnes qui sont là pour gagner justement. Et je sais pas à quel point ça peut cohabiter. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'effectivement c'est compliqué de faire cohabiter des attentes aussi différentes du coup, hein. Moi, la partie sur laquelle je peux témoigner là-dessus, c'est côté jeux vidéo. J'ai été dans une guilde pendant une période, un petit tronçon de temps, qui savait pas trop comment se positionner. C'est-à-dire que il y avait autant des joueurs top serveurs dedans que des gens qui étaient juste on fait notre vie dans notre coin. Le truc, c'est que souvent, il y avait des activités de groupe qui étaient faites quand même pour essayer de amener des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'un environnement de haut niveau là-dedans pour les faire expérimenter la première fois et qu'ils aient quelques expériences comme ça, qui voient un petit peu ce que l'autre partie de la guilde faisait globalement. Ça se passait bien pour certains groupes. Moi, c'était une pratique que j'aimais beaucoup parce que ça me permettait d'avoir une perspective vraiment haute sur le jeu. Ça m'amenait beaucoup d'ouverture et de me dire ah, en fait, c'est comme ça que toute une partie de la population de ce jeu-là l'apprécie. Mais je sais qu'il y avait des groupes auxquels ça posait vraiment problème. Parce que justement, ils restaient centrés sur cette notion de performance à tout prix. Là où moi, je me disais, bon, je sais très bien que cette soirée-là, c'est pas une soirée où on va rechercher ça du tout. Est-ce qu'on peut résumer en disant d'un côté on joue le jeu et de l'autre côté on joue avec le jeu? Quand tu parlais tout à l'heure, j'étais en train de rebouquiner les premières pages d'un bouquin de game design que j'aime bien. Un des premiers conseils, entre guillemets, c'était que le jeu, c'est pas l'expérience et ça devrait être dissocié, en tout cas pour la partie game design. Et je m'interrogeais du coup sur le free play, si c'était du jeu, du coup. Alors, parce que je pense que c'en est tout à fait, hein. Mais du coup, à quel point ça échappe à la création de jeu. Et pareil dans le cadre du jeu de rôle. Ouais, enfin, je me pose des questions. J'ai pas de réponse pour l'instant, mais je me posais des questions. Je comprends tes questionnements dans le sens que, en préparant cette chronique, je suis tombé sur 10 définitions différentes de la notion de jeu. J'ai une dernière petite question pour vous, si vous le souhaitez. Comment on concilie une activité ludique avec des objectifs d'apprentissage? Est-ce que pour vous, il faut penser à des degrés de liberté dans le jeu pour permettre quand même aux gens d'avoir envie de s'y intégrer? Alors, je me permets pour la blague que dire que du coup ce n'est plus du jeu. La théorie est caduque. Moi, je vais reposer une question pour répondre à ta question.
Est-ce qu'il est plus intéressant de s'adapter aux personnalités des personnes par leur personnage ou par l'histoire? Les jeux éducatifs, il faut donner envie. Qu'est-ce qui donnerait le plus envie à une personne entre avoir un personnage qui lui correspond ou avoir, parce que je pars du principe qu'il joue un personnage, mais peut-être pas en fait. Mais bref, dans mon exemple, est-ce qu'il serait mieux lui qu'il s'identifie à un personnage ou qu'il s'identifie à l'histoire racontée? Je pense que ça dépend des envies de la personne. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai l'impression que les gens se rendent mieux compte quand Yel s'identifie au personnage et se laisse plus avoir par l'histoire dans un second temps, hein. Donc j'aurais tendance à imaginer de laisser croire aux personnes qu'elles s'identifient au personnage pour pouvoir apporter des trucs via l'histoire, hein. Mais c'est une réponse par quelqu'un qui écrit très mal les personnages, donc très biaisé comme, comme réponse, hein. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, pour répondre à ta première question, Taros, pour moi, c'est vraiment l'identification des gens qui fait que ça peut leur donner envie de jouer aux jeux éducatifs. Qu'ils y voient un intérêt personnel, en fait, par l'identification dans le jeu. Je vais tenter un gag visuel, je sais pas si ça va se voir, mais alors... Ouais, Oh, Allez, une vieille rengaine en jeu de rôle qui est séparée en 3 grandes catégories et le jeu entre le côté ludique, le côté narrativiste et le côté simulationniste. Ah. Il n'y a pas de public, il n'y a que vous pour m'insulter du coup. Moi j'aimais bien avant quand tu parlais d'apprendre en regardant, parce que du coup moi j'ai aussi appris du JDR en écoutant Nullbuck. Je me posais la question si le paratexte et l'instrumental play du coup c'était pas les lettres de noblesse du concept d'initiation en JDR, hein. Est-ce qu'on initie les gens à notre propre paratexte pour le faire perdurer du coup, hein. Je pense que Bloop, tu nous en parleras tout à l'heure, mais est-ce que du coup, le jeu de rôle ou le jeu dans l'éducation, c'est le jeu le but ou c'est l'éducation le but, hein? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, car nous n'arrivons pas à définir le terme jeu, tout simplement. c'est la fin de ma chronique. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci à tous pour le visionnage. J'espère que cette chronique vous a apporté des points de vue nouveaux sur le sujet. Si vous voulez participer à un prochain débat, on est en live sur Twitch de temps en temps. Mais pour l'instant, je vous souhaite surtout plein de bonnes choses.